Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Ernet. Bonjour Anne Muxel, vous êtes politiste, directrice de recherche au CNRS Cevipof Sciences Po, administratrice de la Fondation Jean Jaurès et vous publiez Politiquement jeune aux éditions de l'Aube. Et justement, Camille Magnard vient d'évoquer les jeunes, je crois qu'on est jeunes jusqu'à 35 ans, c'est ça? Oui, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette définition, mais bon, admettons, en tout cas, pour ce matin en tout cas, pour ce matin. Voilà, il a parlé cette frontière. des jeunes jusqu'à 34 ans, oui. Et il a évoqué la manière dont ceux-ci s'inscrivaient sur les listes électorales, ça c'est au Royaume-Uni, et c'est bien entendu dans la perspective du Brexit. Qu'est-ce que l'on peut dire justement sur la jeunesse dans ce contexte-là? Globalement, en tout cas, la jeunesse anglaise était plutôt contre le Brexit. On a bien vu, au moment où cette question a été soulevée, les enquêtes montraient que les jeunes n'y étaient pas favorables. On voit bien que dans cette mobilisation qui s'annonce, en tout cas cette mobilisation pour voter, il y a sûrement le désir de cette jeunesse, en tout cas d'une grande partie de la jeunesse, de se faire entendre. Alors, si globalement, cette jeunesse anglaise reste tournée vers l'Europe, vers la possibilité d'une mobilité géographique, vers cette question aussi de la mobilité culturelle, du partage de toutes sortes d'habitudes, de goûts, de pratiques de voyage et d'échanges, et aussi de mobilité professionnelle, il n'en reste pas moins aussi que c'est une jeunesse qui est traversée, comme bien d'autres jeunesses en Europe, par des questions de repli national, de crispation identitaire, par des questions aussi du souverainisme. Alors en Angleterre, je pense que c'est une minorité qui est concernée, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas non plus. Il n'y a pas une jeunesse homogène face aux problématiques sociétales, politiques qui sont les nôtres. Il y a des jeunesses, et aujourd'hui, souvent, et dans bon nombre de pays européens, des jeunesses polarisées sur des valeurs souvent très, très opposées, et des réponses politiques, elles aussi, très, très, très opposées, voire potentiellement conflictuelles. Justement, je vous ai invité, Anne Muxel, pour tenter de faire le point sur ces jeunesses, sur la manière dont une classe d'âge est ou n'est pas hétérogène. On a beaucoup vu la jeunesse mobilisée pour le climat. Juste pour en terminer sur cette question européenne, en France, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que, par exemple, l'attachement à l'Europe est plutôt un attachement de jeunes? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Alors, les jeunes sont globalement plutôt un peu plus europhiles, on va dire, que leurs aînés. Ils sont attachés à l'Europe, ils sont nés dans l'Europe. Il faut bien dire que pour eux, l'Europe est une réalité devenue très commune et familière. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils n'investissent pas l'Europe en tant que la réalité d'une Europe politique. Ils n'investissent pas l'Europe en tant que citoyens. Par exemple, quand l'occasion leur en est donnée de voter aux élections européennes, c'est vraiment un scrutin qui est très désinvesti par les jeunes générations. Alors, il faut dire que leurs aînés ne donnent pas beaucoup l'exemple non plus. L'abstention aux élections européennes est généralement assez élevée. Mais disons que les jeunes pourraient se saisir justement de l'Europe parce que, ils sont très critiques à l'égard des politiques au niveau national. La défiance politique à l'égard des institutions est importante. Ils ont une conscience souvent plus planétaire, donc dépassant les frontières. Et donc, on pourrait penser qu'ils se saisiraient de l'Europe comme un espace politique au sein duquel s'exprimer, et notamment sur des questions justement telles que l'écologie, l'environnement. Or, ce n'est pas vraiment ce qui se produit. Pourtant, il y a une jeune qui est particulièrement dans l'actualité, c'est Greta Thunberg. C'est d'ailleurs étrange, je reçois beaucoup de courriers à son sujet, principalement d'ailleurs pour la défendre des attaques dont elle est l'objet. En quoi Greta Thunberg est-elle représentative de la jeunesse, Anne Muxel ? Alors, elle est représentative de la jeunesse par sa jeunesse, justement, par son élan, par sa détermination. Il est vrai que le temps de la jeunesse est un temps où l'on peut affirmer des positions, un temps souvent associé à des positions radicales au sens où l'on croit, on peut croire à des idées, à des valeurs, se battre pour ses idées, pour ses valeurs. Donc, disons que Greta Thunberg, elle a un effet
effet d'entraînement sur les jeunes et aussi les enfants. N'oublions pas qu'elle a commencé quand même très jeune, 14 ans. Là, on est loin des 35 ans. On est à l'autre bout de l'échelle des âges de la vie. Donc, elle a donné l'exemple d'une prise de conscience et d'une mobilisation à partir de son cas un peu isolé en Suède. Un jour, elle a décidé de faire la grève des lycées, de s'asseoir devant les marches du Parlement et voilà, et tous les vendredis après-midi de ne plus aller à l'école. Au travers de cela, elle a quand même insufflé à la jeunesse et à des tout jeunes l'idée que, eh bien, l'on peut essayer de faire quelque chose à sa propre échelle. Donc, je crois qu'elle est très controversée. On peut dire beaucoup de choses contre Greta Thunberg, mais moi, je retiendrai quand même qu'elle a une valeur quand même d'exemple. Elle a eu un effet d'entraînement au niveau de cette prise de conscience partagée par les enfants, par les jeunes, souvent plus proches de la nature et soucieux effectivement d'un futur qui s'avère de plus en plus problématique et risqué, notamment pour des questions écologiques. Donc je crois que cet effet d'entraînement, cet effet moteur peut compter aujourd'hui. Mais hors de tout jugement de valeur, elle a une singularité, Greta Thunberg, c'est qu'elle tense les adultes, elle les tense pour leur inaction. Je ne sais pas si on a véritablement d'autres cas de figure, d'autres exemples antérieurs. Est-ce qu'elle a derrière elle une partie de la jeunesse? Et si oui, laquelle, Anne Muxel? Elle a une partie de la jeunesse, une grande partie de la jeunesse, je dirais, parce qu'en fait, les mots d'ordre qu'elle lance sont consensuels d'une certaine façon. Qui peut être contre, d'une certaine façon, les alertes, les signaux et les préconisations qu'elle lance. Beaucoup de monde, donc, puisqu'elle est très critiquée oui, mais aussi par les adultes. Par les adultes, elle est critiquée. Hein. Elle est critiquée par les adultes qui la soupçonnent d'être manipulée, récupérée, justement, aussi par d'autres adultes. Mais là, nous parlons bien des jeunes, des enfants, donc de ce qu'elle peut représenter, du symbole qu'elle peut représenter. Donc je dirais que sur ce qu'elle dit, en tout cas, sur ses actions, je dirais qu'elle agrège vraiment, elle peut agréger toute la jeunesse, là pour le coup, d'une façon plus consensuelle, plus homogène. Après, en ce qui concerne la mobilisation, l'engagement, c'est-à-dire les jeunes qui vont s'engager pour des causes climatiques, donner de leur temps, participer à des mobilisations, s'engager dans des associations, alors là, évidemment, on est sur un périmètre beaucoup plus restreint. Toute la jeunesse ne s'engage pas, et même s'il y a eu plusieurs millions de jeunes mobilisés, de lycéens mobilisés dans le monde derrière elle, ce n'est quand même pas toute la jeunesse. Donc ce que l'on retrouve derrière Greta Thunberg, c'est plutôt la jeunesse scolarisée, plus éduquée, plus la jeunesse des villes que la jeunesse d'autres endroits du territoire. Donc voilà, ce que l'on retrouve d'ailleurs d'une façon générale dans les mobilisations politiques pouvant toucher la jeunesse. Alors néanmoins, lorsqu'on regarde le vote des jeunes avec des estimations sorties des urnes, donc là, en l'occurrence, il s'agissait d'estimations sorties des urnes au moment des européennes, on voit qu'il y a une forte adhésion à Europe Écologie Les Verts, qui est de loin le premier parti chez les jeunes. Alors si on prend les jeunes comme étant les 18-24 ans, Europe Écologie Les Verts obtient 25% des voix. Le Rassemblement National est le second parti avec 15%. Et puis on a la République En Marche à 12%, la France Insoumise à 9%, les Républicains à 8%. Et enfin, Génération à 7%. Qu'est-ce que l'on peut en tirer? Alors, d'abord, seuls 3 ou 4 jeunes sur 10 de cette tranche d'âge ont voté. Donc, on en tire d'abord que la plupart, justement, n'a pas voté. Très peu. Voilà, donc ce n'est pas beaucoup. Bon, c'est un point bas parmi historique. les Français, par exemple, c'est un Français sur 2 seulement qui a voté pour les élections européennes. Donc, est-ce que c'est un point bas historique ou est-ce que traditionnellement la jeunesse vote peu, Anne Muxel? Traditionnellement, la jeunesse vote moins, en tout cas que les tranches d'âge plus âgées. À ces élections européennes, elle a voté un peu plus qu'aux élections de 2014. Et surtout, il y a un changement, c'est qu'effectivement, les écologistes sont arrivés premier parti. Voilà, parmi les jeunes qui ont voté. En 2014, c'était le Front National qui était le premier parti chez les jeunes. Donc on voit bien qu'en tout cas,
ces 2 dernières années, on peut vraiment dater les choses à peu près comme ça, il y a eu vraiment une prise de conscience écologiste qui se retrouve dans le vote jeune. Bon, ce n'est pas non plus complètement nouveau. Les partis écologistes, les Verts, dans le passé, notamment lors de la candidature de Cohn-Bendit, avaient attiré aussi à eux la jeunesse de façon un peu plus marquée que les autres tranches d'âge. Mais là, on voit bien qu'il y a sans doute quelque chose qui est en train de s'affirmer et l'enjeu écologique est en train de devenir un enjeu politique. Il n'y a qu'à voir tous les partis politiques s'en saisissent aujourd'hui, y compris Marine Le Pen. Il y a une forme de logique, puisqu'a priori, on se dirait que ce sont plutôt les jeunes qui doivent être intéressés par l'avenir, puisque l'avenir, c'est eux, comme le dit la palissade Anne Muxel. Est-ce que c'est tout simplement cela l'explication ? Oui, évidemment, on peut imaginer qu'ils sont plus que nous concernés par l'avenir de la planète. C'est leur vie qui est en jeu, bien sûr. Sur le désintérêt. Mais je dirais aussi que ce qui me paraît, moi, très très important, c'est cette panne d'avenir, justement, cette panne en tout cas de représentation de l'avenir qui fait que les jeunes aujourd'hui se raccrochent à cet enjeu écologique, environnemental, parce que c'est finalement la seule porte d'entrée, je dirais un peu concrète, pour se figurer un avenir. Alors évidemment avec une connotation catastrophique et extrêmement pessimiste, mais pour se figurer un avenir qui n'est pas représenté ailleurs. On ne dit pas aux jeunes aujourd'hui comment va être la société dans 20, 30 ans, 40 ans. Hormis des discours, encore une fois, catastrophiques, eh bien, on ne leur permet pas finalement de se représenter éventuellement, ce qui peut d'ailleurs progresser, ce qui peut aller vers un mieux, ce que peut être le futur de nos sociétés démocratiques. Il y a beaucoup de messages plutôt d'alerte qui aujourd'hui freinent leur possibilité de se représenter un avenir. Et donc, je crois que s'engouffrer dans l'écologie pour eux, s'engouffrer dans les préoccupations environnementales, au-delà du fait qu'elles sont évidemment très, très, très importantes, inévitables, mais il y a aussi ce désir de pouvoir se projeter, je crois, qui est très important. Mais alors, cela signifie que l'adhésion aux idées des écologistes est une adhésion faute de mieux ? Ça peut vouloir dire ça. Vous me faites dire des choses, je mais pose la un question. petit peu en creux, parce que depuis le temps que la question de l'entrée des jeunes dans la société, dans de bonnes conditions sur le marché du travail, depuis le temps que la question récurrente est devenue endémique maintenant du chômage des jeunes est posée, depuis le temps que les jeunes sont les enfants de la crise, nés dans la crise, vivant dans la crise, se préparant à des conditions plus précaires, depuis le temps que cette anxiété pèse sur les jeunes et l'avenir des jeunes, ce pessimisme social si marqué en France, eh bien c'est vrai que au travers de l'écologie et de l'environnement, eh bien, ils ont peut-être là l'impression que quelque chose de leur avenir peut bouger. En tout cas, de leur avenir est en jeu, mais pourrait bouger, puisque tout le reste ne bouge pas. Et puis alors, il y a autre chose qui me frappe, si on prend toujours le même sondage sur le vote des jeunes, avec des estimations sorties des urnes après les européennes, la gauche obtient un score extrêmement modeste. C'est-à-dire que si on prend les 25-34 ans, la gauche, c'est-à-dire le PS, Génération et la France Insoumise, obtiennent 16% des voix chez les 25-34 ans. Jadis, on considérait qu'il y avait un engagement à gauche pour une partie au moins de la jeunesse. Là, c'est une portion de plus en plus congrue. Anne Muxel, comment explique-t-on cela ? La gauche est en mauvaise posture. Pas seulement parce qu'elle ne trouve plus effectivement l'écho qu'elle devrait trouver si chez on les n'est jeunes. pas à gauche quand on a 20 ans, alors qu'est-ce qu'on fait ? Et ben maintenant, on fait quoi ? Oui. Alors c'est vrai qu'on assiste à une dilution en tout cas de ce tropisme
de gauche, tel qu'il caractérisait la jeunesse, on va dire, dans les années 80. On a parlé, souvenez-vous, de la génération Mitterrand. C'était surtout Mitterrand qu'on parlait déjà. C'était surtout Mitterrand, oui. Mais quand même, ça l'intéressait d'en parler. Voilà. Mais la jeunesse était quand même très favorable à la gauche. Et c'est vrai que aujourd'hui, en termes de vote, en tout cas, même si quand même, au moment de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon avaient quand même recueilli 30% des voix des 18-24 ans. Donc quand même, premier vote chez les jeunes devant Marine Le Pen et le Front National. Mais c'est vrai qu'en tout cas, aux élections... Ce n'est plus le cas aux élections européennes. J'ai 9% chez les 18-24 ans pour la France insoumise, 6%... non, aux élections européennes, bien sûr, j'allais dire. En tout cas, aux élections locales, auxquelles les jeunes votent beaucoup moins, et bien effectivement, la gauche n'arrive pas à obtenir un nombre de voix satisfaisant, en tout cas pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on prend par exemple un mouvement comme le mouvement Extinction Rébellion, qui est à la fois mobilisé autour de valeurs qui sont des valeurs plutôt écologistes et plutôt anticapitalistes, là, la radicalité de gauche, elle est vraiment, encore une fois, très modeste. Est-ce que ça veut dire que Extinction Rébellion, c'est une toute petite partie de la jeunesse? Est-ce que ça veut dire que finalement, c'est surtout l'écologie qui mobilise et très peu l'anticapitalisme, Anne Muxel? C'est une Extinction Rébellion et les mouvements radicaux qui peuvent animer la jeunesse, et la jeunesse qui se fait entendre. Ce sont ces minorités actives, visibles dans l'espace public, visibles au travers d'actions radicales et potentiellement violentes. Évidemment, cette jeunesse-là se fait entendre, mais elle ne concerne qu'une petite minorité. Simplement, l'action concerne une petite minorité, mais les motifs de cette action par contre, peuvent rassembler et concerner beaucoup plus de monde, et de façon assez consensuelle, comme je le disais tout à l'heure, au sein de la jeunesse. Ce qui est sûr aujourd'hui, pour en revenir au rapport des jeunes à l'élection, aux partis politiques, à la représentation politique, c'est qu'il y a une défiance majeure envers les grands partis institutionnels, les grands partis de gouvernement, et donc la gauche notamment, et la gauche de gouvernement, je pense au Parti socialiste, est touchée de plein fouet par justement cette défiance envers les partis de gouvernement. Et donc, on voit bien que les seuls partis... Ça ne profite pas à la droite pour autant. Non, ça ne profite pas à la droite non plus, mais les seuls partis, éventuellement, les seules forces politiques qui peuvent encore mobiliser la jeunesse sont soit des forces qui se situent aux extrêmes de l'échiquier politique, la France insoumise d'un côté, le Rassemblement national de l'autre, soit des forces sur des enjeux tels que celui de l'écologie, donc Europe Écologie Les Verts. Politiquement jeune, c'est votre livre, Anne Muxel. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer la manière dont la jeunesse se mobilise ou ne se mobilise pas. Vous serez rejointe par deux journalistes. Amel Zaïd, elle est animatrice de Débattle sur le Move, nos camarades du Move, et puis Nassira El Moadem, qui elle aussi est journaliste et qui publie Les filles de Romorantin, un retour à Romorantin aux éditions de l'Iconoclaste. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous avions déjà entamé cette discussion avec Anne Muxel, politiste, directrice de recherche au CNRS, laquelle publie Politiquement jeune aux éditions de l'Aube. Nous accueillons deux journalistes. Amel Zaïd, bonjour. Vous êtes journaliste à Move. Vous co-animez un débat intitulé Débattle chaque soir sur le Move. Et Nassira El Moadem, bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez notamment publié Les filles de Romorantin, un retour à Romorantin aux éditions de l'Iconoclaste. Peut-être une réaction, Nassira El Moadem, à ce que vient de dire Frédéric Sey sur Place Publique et l'engagement plus généralement des jeunes en politique. Non, je pense que désormais, à chacun des appareils politiques qui souhaitent se lancer dans des campagnes électorales ou qui souhaitent tout simplement se créer, de faire attention au storytelling qui consiste à dire qu'on fera du neuf, qu'on fera différemment. Je pense que maintenant, effectivement, les partis politiques, les appareils politiques, les nouvelles formes de faire la politique doivent faire attention à ces éléments de langage qui sont du coup devenus de vrais éléments de langage. Aujourd'hui, faire du neuf en politique, c'est compliqué. Et on voit aussi que c'est très compliqué d'intéresser les jeunes. On évoquait
Avec Anne Muxel, l'abstention des jeunes, avec seulement 3 jeunes sur 10 qui ont voté aux européennes, avec un premier parti qui est Europe Écologie Les Verts, un rassemblement national ensuite, mais avec 10 points de différence, et puis une gauche qui est devenue portion congrue. Là-dessus, il y a aussi eu beaucoup d'évolution. Amel Zaïd, votre point de vue à ce sujet, vous qui animez une émission de débat. Oui, alors tous les soirs de 19h à 20h, on est sur Move, c'est des battles. Je co-anime avec Tanguy Bloom et JP Zadi. C'est fantastique parce qu'on donne la possibilité, on donne de la voix justement à cette jeunesse de France. On parle de jeunesse, mais c'est jeunesse avec un S, parce qu'il y a plusieurs jeunesses. C'est sûr que dans le sens des réalités d'un jeune, un jeune qui habite à Argenteuil et un jeune qui habite à Bordeaux ou à Brest n'aura pas la même urgence en fait dans son engagement. On était à Argenteuil le mois dernier, justement, on a fait une délocalisation et on a découvert que pour eux, la proximité de leur engagement, c'est autour de la violence policière. C'est quelque chose qui les touche dans leur quotidien. Là où à Brest ou à Bordeaux, ils vont être plus interpellés par des questions d'écologie. Donc, ce qui est intéressant dans des battles, c'est qu'on a la possibilité de connecter toutes ces jeunesses de France qui débattent et qui peuvent discuter entre elles. Comment ça se traduit politiquement, si ça se traduit politiquement chez vos auditeurs? Alors, nos auditeurs, les auditeurs et la politique, c'est un peu particulier. Dans leur engagement, j'ai l'impression que leur point d'expression et leur point d'engagement, c'est pas les mêmes que leurs parents, finalement. On a l'impression que l'engagement est devenu un petit peu plus morcelé, peut-être à cause des réseaux sociaux, peut-être à cause de tout ça. Donc, c'est assez particulier. L'effet collectif est plus très présent. Nassira El Moadem. Ouais, et en même temps, je pense que la question de la temporalité et la question du rythme de l'engagement lié à l'utilisation de réseaux sociaux, lié aussi à des rythmes de consommation qui ont véritablement changé depuis des années et qui du coup sont effectivement très différents pour ces jeunes qu'ils ne l'étaient par rapport à leurs parents. Mais en même temps, je crois beaucoup aussi aux engagements de solidarité. Moi, je sais que quand j'étais à la tête du Bondi Blog, on a beaucoup traité pas parce qu'on avait envie de le faire, mais parce que visiblement c'était vraiment un intérêt de la part de certains jeunes, de certaines jeunesses autour de Paris, dans les banlieues, quartiers populaires autour de la capitale, de ces engagements de solidarité envers les autres, c'est-à-dire par exemple organiser des collectes de manteaux, des collectes de nourriture dans leurs établissements scolaires, qui lient d'ailleurs du coup leur engagement personnel en tant que citoyen, mais aussi leur qualité de lycéen, et qui du coup en font quelque chose de global. Moi, ça m'avait beaucoup frappé. C'est quelque chose que j'ai vu au lycée Mozart du Blanc-Ménil et dans d'autres lycées, et j'ai trouvé ça assez intéressant effectivement à décortiquer, à analyser en tant que journaliste. Oui. Mais alors, lorsqu'on prend le sondage que j'évoquais tout à l'heure, mais qui est en ligne avec les autres sondages, on a l'impression, Nassira El Moadem, que la gauche, elle parle de moins en moins aux jeunes, ce qui voudrait dire que finalement, lorsque la gauche parle des jeunes des quartiers difficiles, en fait, elle s'adresse à une autre population. Vous en pensez quoi? Déjà, qu'est-ce que la gauche? Qui sont ceux qui font la gauche? Là, je le dis de manière très simple. Place Publique, Génération et la France Insoumise, qui étaient les 3 partis qui ont été aux européennes et qui ont présenté des candidats. Oui, et qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je pense que c'est aussi... C'est-à-dire que la question des profils en politique, elle est extrêmement importante. Quand beaucoup de jeunes que moi je rencontre, que ce soit dans les interventions, dans les établissements scolaires ou que ce soit tout simplement sur le terrain, me parlent beaucoup de la question de l'identification à l'autre, c'est-à-dire qui parle. Est-ce que celui qui parle me ressemble? Est-ce qu'il me parle parce qu'il parle des choses qui me Vous voulez dire que c'est une gauche blanche de plus de 50 ans? Je pense qu'il y a effectivement une interrogation à avoir, une réflexion à avoir sur le personnel politique, toutes tendances confondues. Alors, évidemment, on parle de la gauche parce que sur les sujets liés à l'écologie et à toutes ces questions sociétales, c'est celle qui se met en avant le plus sur ces sujets-là. Mais on pourrait évidemment, à mon avis, le décliner sur l'ensemble des formations politiques. Alors nous, dans des battles sur Move, on a reçu Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. On a aussi reçu Franck Riester, ministre de la Culture. Et en fait, les jeunes et la politique, eux, ce qui les concerne directement, ils en ont ras le bol de l'enfumage, en fait. Ils ont besoin de concret. Donc, quand Franck Riester vient nous parler du pass culture, ça les concerne. Ils vont pouvoir avoir accès à de l'art, à des musées, à des concerts. Ça, ils veulent du concret, en fait, concrètement. Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie, dans leur quotidien? C'est pour ça qu'il y a cette totale déconnexion entre les politiques et la jeunesse aujourd'hui. C'est parce que ça leur parle plus, en fait.
Anne Oui, Muxel. je crois que ce qui vient d'être dit est très juste. On voit ces engagements, quand les jeunes ont à s'engager, ou plus exactement à s'impliquer, à se sentir déjà interpellés, intéressés par la chose publique, eh bien, c'est toujours dans une perspective d'efficacité concrète, sur des enjeux pour lesquels ils considèrent qu'ils peuvent faire des choses et que ça va déboucher concrètement. Ça, je crois que c'est effectivement très, très, très important, très bien dit, et ça a beaucoup de conséquences après en termes de temporalité de l'engagement, parce qu'ils sont capables, par exemple, de se mobiliser très fortement sur un temps très bref, très court, et que ça a une efficacité concrète, et puis ensuite de passer à autre chose. Donc, c'est toute une grammaire finalement de l'engagement, des façons d'être engagées, qui s'expriment aujourd'hui au travers de ces mobilisations qui prolifèrent aussi bien au niveau local qu'au niveau global. Autre mobilisation, la mobilisation antiraciste suite, là je pense plus particulièrement au drame d'hier dans la mosquée de Bayonne. Vous avez tweeté à ce sujet, Nassira El Moadem, pour dire quoi? J'ai tweeté plusieurs choses. D'abord, j'ai tweeté sur le tweet qui a été fait par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui se réfugiait, je trouvais, assez maladroitement, selon moi, derrière une expression qui se veut assez neutre, qui consistait à décrire ce qui s'est passé avec l'expression « des faits ». Des faits, DES, plus loin, FAITS, pour dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est une attaque avec d'ailleurs une enquête qui est ouverte pour assassinat. Donc, du coup, est-ce qu'on peut l'appeler des faits? J'ai tweeté aussi pour raconter le récit médiatique autour de la question, autour de l'islam en règle générale, dans les chaînes d'infos, mais aussi sur la presse, notamment magazine, avec des unes extrêmement chocs depuis maintenant une quinzaine d'années. Tout ça n'est pas nouveau. Mais est-ce que vous trouvez que la réaction n'a pas été assez forte? Moi, j'ai eu beaucoup de messages qui m'ont été envoyés, qui consistaient à dire, même face à la mort, les musulmans ne sont pas à égalité. Et j'ai trouvé ça assez frappant et assez... oui, c'est interpellant, quoi. Ça interpelle comme façon de réagir à ce qui a été dit par les plus hautes autorités. Que le ministre de l'Intérieur dise qu'il s'agit de faits... C'est-à-dire qu'il n'emploie pas le mot attentat. Attentat ou attaque, mais c'est pas la même chose, attentat et attaque. En tout cas, des faits, cette neutralité de l'expression, moi, elle m'inquiète en fait, parce que du coup, elle consiste aussi même à faire à acter une fracture entre les musulmans français, donc les Français de confession musulmane, et les autres. Et je trouve ça assez dangereux. Mais je suis complètement d'accord. C'est vrai que les mots ont un sens, c'est très important. Et il ne faut pas oublier qu'auprès des jeunes, de la jeunesse de France, il y a cette vraie défiance face aux médias. Et je pense que ça joue justement sur des choses comme ça, qui sont minimisées. Les jeunes aujourd'hui vont chercher l'information, l'actualité sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, ils trouvent leur information, leur source d'information sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram. Donc, on a l'impression qu'on est totalement, en fait, cette jeunesse-là est totalement coupée de ce que je pourrais appeler le vieux système médiatique. Et surtout que ça s'inscrit dans une séquence qui est quand même assez importante. Il y a eu donc cette agression verbale envers cette mère qui porte un foulard au Conseil régional de Franche-Comté-Bourgogne, avec 3 semaines de débats complètement hystériques sur la question de l'islam, sur la question du voile. Et Christophe Castaner, entendu à l'Assemblée nationale, qui nous fait toute une liste de signaux dits de la radicalisation, de ces fameux musulmans qui ont été attaqués hier, c'est-à-dire ceux qui vont à la prière, ceux qui portent une barbe, ceux qui sont... on a l'impression qu'on est face ça pose question. C'est pyromanes et pompiers, en fait. Et c'est comme ça depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes que vous écoutez tous les soirs dans des battles? C'est très intéressant. Nous, les jeunes, voilà, les 15-28 ans qui nous appellent tous les soirs, et on fait souvent des sujets sur les discriminations, sous toutes leurs formes, raciales, économiques, sexistes. Et on a évidemment beaucoup parlé d'islam et du voile aussi. Et en fait, ce qui revient à nous, c'est simplement, ils ont l'impression d'être totalement déconnectés de la réalité des informations qu'ils voient à la télé. Pour eux, la réalité de leur quartier, de leur ville,
il n'y a aucune agression verbale. Les femmes voilées vivent tranquillement. On a vraiment l'impression, donc il n'y a pas de eux, discrimination. qu'il y a une écriture, une dimension parallèle, une écriture qui est médiatico-politique, qui ne ressemble absolument pas à leur réalité. Et on en revient du coup à la défiance envers les médias très rapidement, Guillaume, où du coup ces jeunes, mais pas forcément d'ailleurs que les jeunes, les générations en règle générale, qui vivent des choses différentes de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils regardent à la télé, dans la presse et à la radio, du coup créent un schisme et qui fait que cette défiance envers les journalistes et envers la production d'informations, elle s'accentue parce qu'évidemment, il y a un décalage entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils lisent. Mais Nassira El Moadem, dans ce que vient de dire Amel Zaïd, elle dit voilà, et bon, eux décrivent finalement un rapport pacifié au voile. Est-ce que ça signifie, vous, dans ce que vous voyez, par exemple, qu'il y a peu de discrimination par rapport aux femmes voilées, que le voile est aujourd'hui entré dans les mœurs pour les jeunes? Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que ce que dit Amel, de ce que j'ai compris, Non, et de ce que moi j'ai aussi observé effectivement en tant que journaliste et en tant que chef du Bondi Blog et en tant que tout simplement reporter de terrain, c'est que dans certains territoires, l'intégration, même si je n'aime pas ce mot, de ces femmes-là, elle est complètement établie. Par exemple, pourquoi vous n'aimez pas le mot? Non, parce que ces femmes-là sont françaises. On parle de ces gens qui habitent en France depuis maintenant des décennies, voire qui sont nés en France, voire qui sont de deuxième, troisième génération. Par exemple, là, je suis sur une enquête sur ces fameuses mamans, mères qui portent le foulard. Moi, j'aime pas parler de mères voilées parce que c'est très essentialisant. Elles sont femmes et elles sont mères, puisqu'on parle de ces mères qui accompagnent les sorties scolaires. Et elles me racontent, mais on est face à une situation complètement hallucinante où on nous interpelle, nous, sur notre rapport à la République, alors qu'on est élu parent d'élèves depuis des dizaines d'années, alors qu'on s'engage bénévolement sur notre temps libre pour pouvoir faire ces sorties scolaires, alors qu'en fait, tout simplement, on agit au service de la République sur notre temps de bénévolat et elles ne comprennent pas, ce qui se passe. Amel Zaïd, le Rassemblement national est quand même présent chez les jeunes. Il y a 20% des jeunes qui considèrent qu'ils sont proches de ce parti. C'est moins qu'Europe Écologie Les Verts, mais c'est plus que la totalité des partis de gauche réunis. Vous les avez... Oui, ça nous arrive. On peut en avoir quand on fait des débats sur ces sujets-là. Et en fait, ce qui est intéressant dans des battles, c'est que les avis se télescopent, les gens discutent entre eux. L'objectif, c'est absolument pas d'être d'accord. L'objectif, c'est de se respecter et de s'écouter. Et du coup, nous, on propose un débat on s'adresse à des jeunes qui ont entre 15 et 28 ans. Et nous, le débat est totalement apaisé. Mais qu'est-ce qu'ils disent ces jeunes qui votent Rassemblement à la national? télé, on comprend pas. Ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils parlent comme les plus âgés? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on parle de proximité, justement, et de morcellement. En fait, ils expliquent, sur la question, par exemple, des migrants, ils peuvent parfois faire tache d'huile et ressentir les mêmes choses que leurs parents ou que leur environnement proche. Mais leurs propos restent quand même assez structurés et sans haine, en fait. Parce que finalement, ils expliquent qu'ils pensent, ils pensent à eux, ils pensent à leur futur, à l'évolution de leur ville, à des choses comme ça. Et ça a finalement du sens dans leur bouche. Voilà, on peut pas les contredire. Anne Muxel, vous qui êtes politiste, sur justement ce rapport avec toujours cette complexité d'avoir un discours général sur une classe d'âge. C'est exactement ce que j'allais dire, cher Guillaume. Effectivement, c'est difficile sur des questions aussi importantes de généraliser, de totalement. dire la jeunesse se positionne comme ci, comme ça. Bon, et je pense qu'il y a effectivement sur des sujets aussi importants que le voile, l'islam, les questions de laïcité, on observe quand même globalement au sein de cette jeunesse plus de tolérance par rapport à leurs aînés, encore une fois, par rapport aux sondages, aux enquêtes qui mesurent les opinions à l'égard de l'islam. Il y a le dernier sondage qui vient d'être commenté ce matin. Eh bien, les jeunes sont quand même plus ouverts, plus tolérants. Totalement, oui. Et au nom du respect de la différence, parce que c'est justement un point qui est très important pour eux, respecter la différence. Justement, Nassira El Moadem, vous signez Les filles de Romorantin aux éditions de l'Iconoclaste. Vous êtes retourné à Romorantin car vous êtes de Romorantin. Et lorsqu'on on prend les résultats de la dernière élection à Romorantin, le Rassemblement national est en tête, les Républicains sont en déroute.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce qu'il y a justement, là aussi, alors je ne vais pas vous demander quelle part de la jeunesse de Romorantin vote Rassemblement National, mais ça signifie quoi pour vous, ce résultat? Alors, ça fait plusieurs années que le Front National, ex-Front National désormais Rassemblement National, accumule des scores électoraux qui sont souvent supérieurs à ce qu'on retrouve en moyenne nationale, à Romorantin dans le Loir-et-Cher. Donc, c'est pas nouveau. Ça, ce sont des résultats dits nationaux. Sur les résultats locaux, notamment l'élection municipale, puisque c'est celui qui va nous animer dans les prochains mois, là, c'est différent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le maire actuel, c'est le maire qui est à la tête de la mairie de la municipalité depuis 35 ans. Il brigue d'ailleurs un nouveau mandat, ancien socialiste, Jeannie Lorjou, qui a essayé d'avoir l'investiture d'En Marche, mais qui ne l'a pas eu. Donc voilà, il faut aussi recadrer les choses sur le poids électoral du Front National dans cette ville de Romorantin. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est effectivement ce que vous disiez à l'instant. C'est moi, je fais juste un comparatif entre moi jeune en 2002. Ce qui nous animait, c'était l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, où on s'est retrouvé à sortir dans la rue, à bricoler des petites pancartes et à dire non au FN. On était 400 dans les rues de Romorantin. Aujourd'hui, plus de manifestations, plus de mobilisation à Romorantin, mais ailleurs d'ailleurs, sur cette question du Front National, sur la question de l'extrême droite qui s'est absolument banalisée dans le paysage politique, dans le paysage médiatique d'ailleurs. Aujourd'hui, on invite l'extrême droite autour de la table, dans des studios radio, dans des plateaux télé, à égalité avec les autres le CSA nous y incite, Nassira. Ah oui, mais le mal est fait. Oui. Et du coup, avec une incidence aussi sur les chroniqueurs, sur les commentateurs, au-delà même du personnel politique qui est invité. Et aujourd'hui, les jeunes se mobilisent plutôt sur les questions d'écologie. Moi, j'étais assez frappée de voir qu'il y avait une centaine de jeunes romorantinais qui avaient manifesté à Romorantin avec des actions un petit peu coup de poing, ramasser les déchets, etc. Ça peut paraître anecdotique, mais je pense que ça a du sens. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a une différence entre nous, notre capacité de mobilisation sur ces questions liées au racisme, à l'islam, etc., qui étaient peut-être des priorités pour nous à l'époque, qui peut-être ne le sont plus parce qu'elles sont devenues tout simplement partie intégrante de leur corpus, je pense, politique et idéologique des jeunes. Plus généralement, Amel Zaïd, comme vous écoutez les jeunes tous les soirs à 19h, est-ce qu'il est possible de dire que ces jeunes sont heureux, malheureux? Est-ce qu'ils sont pessimistes? On accuse les Français de l'être. Vos jeunes, ils sont comment? Alors, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous connaissez PNL. Oui, je connais PNL. Mais c'est très générationnel, c'est compliqué d'écouter PNL. Dans un nuage de spleen un peu romanesque et romantique. C'est-à-dire qu'ils ils se sentent un petit peu laissés pour compte. Ils ne voient pas trop dans quelle direction ils vont aller, mais en même temps, ils kiffent la vie. Comment? Voilà. Parce qu'ils ont, mine de rien, on parle des jeunesses et de l'engagement, mais il y a quand même un point en commun, c'est-à-dire leur connexion aux biens culturels. Ils ont la même connexion aux réseaux sociaux, même s'il y a plein de jeunesses de France, finalement, ils sont interconnectés. Lesquels? Parce que quand j'étais jeune, les biens culturels, on a tous un abonnement à Netflix, qu'on habite à Argenteuil ou qu'on soit à Bordeaux. Donc voilà, on a accès finalement aux mêmes choses, aux mêmes séries. Donc il y a cette interconnexion qui est finalement possible. Il y a des discussions qui sont possibles, même s'il y a plein de jeunesse. Et Nassira. Donc voilà, c'est un spleen, c'est à la fois beau et il y a aussi un petit peu de tristesse là-dedans. Même question. Nassira El Moadem. Je me retrouve beaucoup dans ce que vient de dire Amel parce que je me souviens à l'époque quand on était donc ado à Romorantin dans le Loir-et-Cher, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que par exemple sur les questions de mode, sur les questions d'habillement, quand on allait à Blois, qui est la ville la plus proche, ou à Tours, qui est la grande ville encore plus la plus proche à 1 heure, on était fascinés de voir les gamins super bien habillés, etc. On rêvait d'être comme eux parce qu'on se considérait comme des bouseux et parce que les autres d'ailleurs nous le rendaient bien aussi. Et Paris était complètement inaccessible. Et alors maintenant, justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui il y se a une passe différence dans effectivement les interconnexions que décrit très bien Amel via les réseaux sociaux tout simplement. Aujourd'hui, avoir accès à ces tendances-là, c'est évidemment beaucoup plus facile
quand on a 18 ans en 2019 que quand on avait 18 ans en 2002, parce qu'on avait à peine les téléphones portables, qu'on n'avait pas Internet sur nos téléphones, qu'on n'avait évidemment pas encore Twitter, Instagram, Snapchat, et ça fait une différence. En revanche, je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur le fait que quand même, les barrières mentales, les barrières psychologiques liées aux possibilités d'élévation sociale, d'ambition professionnelle, elles perdurent. C'est pas parce qu'il y a ces interconnexions liées aux réseaux sociaux que tout par magie disparaît et que les difficultés de mobilité sociale ne soient pas intégrées aussi par ces jeunes. Alors vous, justement, vous êtes observé comment, Nassira El Moadem, puisque vous venez de Romorantin, vous retournez à Romorantin, votre camarade de classe est devenue gilet jaune, elle n'a pas eu le même trajet que vous êtes une exception, bref, comment êtes-vous envisagé là-bas? Alors d'abord, je suis plus jeune. J'ai des enfants, je suis intégrée dans la vie professionnelle. C'est notre destin à tous. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai qu'il y a des regards qui sont des regards de fierté, des regards de tendresse aussi, de bienveillance, parce qu'ils considèrent que quelque part, j'ai réussi avec plein de guillemets autour de ça. Mais dans le livre, justement, j'interroge beaucoup sur cette question de la réussite. Est-ce que réussir, ça veut dire partir ? Est-ce que réussir, ça veut dire quitter son territoire? Pour beaucoup, oui. Mais moi, je dis aussi dans le livre qu'on peut tout à fait être resté à Romorantin et réussir. Je parle par exemple de Hautemann, qui est un ami d'enfance, qui était considéré comme le cancre, que tout le monde disait ne jamais avoir de possibilité de réussir et qui aujourd'hui est à la tête d'un garage, fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc, je crois que c'était aussi ma volonté de pouvoir interroger ces questions d'ascension sociale et de est-ce que pour réussir, on est obligé de quitter les siens? Amel Zaïd, est-ce que tous ces débats sur le voile, toute cette hystérisation autour de ces questions-là, c'est des questions de vieux et finalement vos jeunes, ils parlent d'autre chose et on peut considérer que la question identitaire, elle ne se pose pas comme elle se posait il y a 20 ans, mais elle est aujourd'hui digérée vers une France qui est différente puisque 20 ans, 30 ans ont passé. En fait, quand on aborde le thème, le concept de l'identité nationale avec nos jeunes auditeurs qui réagissent dans des battles, il y a un truc qui revient assez régulièrement, c'est en fait, ils ont l'impression que les institutions sont en train de confondre intégration et désintégration en fait. Pour eux, leur richesse, leur religion, le fait de venir de plein de pays différents, d'avoir la double nationalité ou pas forcément être français à 100%, c'est de la richesse pour eux. Voilà. Et à aucun moment, ils ont envie de se saboter, se masquer ou de se rendre tout petit pour faire plaisir à certains politiques. Ouais. Je suis absolument d'accord avec toi. Moi, avec vous, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que j'ai beaucoup entendu en reportage, mais aussi dans les conférences de rédaction que j'animais quand j'étais à la tech du Bondi Blog. C'est la notion d'identité multiple. C'est-à-dire que les injonctions à l'assignation dite républicaine, très monochrome, où on serait vu comme étant un bon Français parce qu'on aurait mis de côté tout ce qui est de l'ordre des autres identités, musulmanes, maghrébines, turques, etc., elles sont vues comme étant partie intégrante de leurs identités et elles ne sont pas à dissocier. Et c'est quelque chose qu'ils revendiquent. Par exemple, ils sont à la fois très bien français, ils sont très bien de Seine-Saint-Denis, si on parle des jeunes de Seine-Saint-Denis. Ils ont d'ailleurs un attachement au territoire, au département qui est extrêmement fort. Et tout ça n'est pas antinomique à leur attachement à la République française et aux autres identités. Un mot de conclusion, Anne Muxel, sur cette... Je crois que sur cette capacité à endosser des identités multiples et à circuler dans un monde de plus en plus complexe, je crois que c'est vrai. Les jeunes font preuve de beaucoup de bonne volonté, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des conflits d'identité, des conflits identitaires qui persistent, qui existent et qui peuvent aussi créer des fractures sérieuses et sévères au sein des jeunes générations. Donc je crois qu'il faut essayer de tenir les deux discours en même temps. Anne Muxel, Politiquement jeune, aux éditions de l'Aube. Nassira El Moadem, Les filles de Romorantin, document L'Iconoclaste, et Amel Zaïd qu'on retrouve donc dans Des Battles sur Move.